Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un nouveau modèle statistique qui s'appelle l'ANOVA. Donc on va prendre en fait la suite de la régression linéaire, mais cette fois-ci pour comparer des moyennes entre plus de deux groupes. Pour illustrer cette analyse, on va se servir d'un jeu de données qui consiste en des mesures de métabolisme basal, qu'on a déjà traité par exemple dans la régression linéaire, mais cette fois-ci on va comparer trois familles de rongeurs entre elles. Les chryssétidés, donc c'est la famille où se trouve le campagnol, les muridés, là c'est la souris, et les suridés, l'écureuil. Donc vous avez les données ici pour ces trois familles, et donc l'idée c'est de savoir s'il y a des différences de moyenne, de métabolisme moyen entre ces trois familles. Alors pour comparer ces moyennes, l'outil qu'on connaît, c'est le test de Student. L'outil paramétrique qu'on connaît, c'est le test de Student. Donc on pourrait se dire, bon, on a trois groupes, et bien on va faire toutes les comparaisons 2 à 2. Donc chryssétidés avec muridés, muridés avec suridés, suridés avec chryssétidés, ça fait trois tests. Alors c'est possible de faire ça, mais ça présente deux inconvénients. D'abord un inconvénient pratique qui est que ça fait plusieurs risques de première espèce à calculer. Là, on n'a que trois groupes, donc ça va encore, c'est pas très compliqué. Mais si on avait beaucoup de groupes, ça deviendrait assez vite fastidieux. Donc ça, c'est une raison pratique. La seconde raison, elle est plus fondamentale. La seconde raison, c'est que à force de faire des tests, comme pour chaque test, on a 5% de risque de se tromper, si c'est le seuil de significativité qu'on retient, on finira par faire des faux positifs, forcément. Imaginez que on soit dans une situation où H0 est toujours vérifié, sur 100 tests réalisés, en moyenne on va se tromper 5 fois, si on accepte 5% comme risque tolérable. Donc il y a un problème qui est dit problème des tests multiples, et ce problème il a une solution qu'on a appliquée ici, qui revient à augmenter les risques de première espèce pour corriger pour cet effet des tests multiples. Donc ici on a appliqué une correction qui s'appelle la correction de Holm, et voilà les risques de première espèce que ça donne. Donc vous voyez que les suridés sont significativement différents des chryssétidés et des muridés. Donc ça c'est une solution. Mais ce n'est pas la solution qui va nous intéresser dans cette vidéo. Nous, on cherche en fait un outil statistique global qui va nous dire globalement pour l'ensemble des trois groupes, il existe des différences de moyenne. Et cet outil, c'est l'ANOVA. Alors le principe de l'ANOVA, il ressemble un petit peu au principe de la régression linéaire, c'est-à-dire qu'on va trouver un modèle statistique qui décrive nos données. Alors notre nuage de points, c'est représenté dans ce graphe ici, où j'ai remplacé les boîtes à moustaches par les vraies mesures. Chaque point, donc c'est vraiment une mesure pour une espèce. Et donc l'idée de ce modèle, c'est de dire, ben, finalement, pour chaque groupe, on va avoir une valeur prédite que je note ici, Y chapeau. Donc vous voyez qu'il y a un Y chapeau 1, Y chapeau 2, Y chapeau 3, parce qu'il y a trois groupes. Donc trois prédictions pour chaque observation. Alors il faut s'arrêter 2 minutes sur les notations. J'ai noté ici les observations, vous voyez Y, I, J, alors que les prédictions c'est Y, I. Alors pourquoi? Parce que on a trois groupes que j'ai numérotés, comme j'ai dit tout à l'heure, 1, 2, 3. Donc ça c'est la lettre I qui décrit le numéro du groupe, et on voit qu'il y a cette lettre I aussi pour la prédiction, Y chapeau. Mais à l'intérieur de chacun des groupes, on a plusieurs individus. Et les individus, il faut bien les distinguer les uns des autres. Donc j'ai un deuxième indice ici, J, qui correspond au numéro de l'individu. Donc Y12, par exemple, ça serait le deuxième individu du groupe numéro 1. Voilà, donc à chaque observation YIJ, on associe une prédiction Y chapeau I, et la prédiction, c'est une valeur qui est la même pour toutes les observations du groupe numéro I. Bien, donc une fois qu'on a fait ça, on peut calculer l'écart des points à la prédiction exactement comme on l'avait fait dans la régression linéaire. Ça donne ça, donc EIJ, donc ça c'est le résidu, rappelez-vous les termes qu'on a employés dans le cas de la régression linéaire. Donc ce résidu c'est quoi? C'est simplement l'écart entre l'observation, ici, et la prédiction Y chapeau. Donc ce calcul d'écart, je peux le faire pour tous les points. Voilà, ici chaque segment représente un écart entre prédiction et observation, et puis je vais combiner toutes ces mesures d'erreur, finalement, ces écarts entre observation et prédiction. Alors je les combine en les additionnant, mais rappelez-vous, on a aussi vu ce problème dans la régression linéaire, on a des écarts qui sont négatifs, si on additionne ces écarts négatifs avec des écarts positifs, les deux vont se compenser, et c'est pas ça qu'on veut. Donc on enlève le signe en élevant les résidus au carré. Donc voilà ici la somme des carrés des résidus, donc somme des carrés, des écarts,
résiduelle. Donc c'est une terminologie qu'on a déjà vue dans le cadre de la régression linéaire. Et vous noterez ici qu'il y a une double sommation. Pourquoi? Parce que j'additionne pour les groupes et pour les individus. Donc je passe chacun des 3 groupes en revue, et pour chaque groupe, j'additionne les carrés des écarts pour tous les individus. Alors si je fais ce calcul avec les prédictions, les Y chapeaux, là, telles qu'ils sont représentés dans le graphique, j'obtiens une somme de carrés d'écart résiduels, une SCER, de 67,37. Donc ensuite, le jeu, ça va être de modifier les Y chapeaux jusqu'à temps qu'on atteigne la plus petite des valeurs possibles de SCER. Donc on cherche à minimiser SCER, encore une fois, comme on l'avait fait dans la régression linéaire. C'est exactement la même technique, le même principe. Alors ce qu'on peut montrer ici, c'est qu'il y a une seule façon de minimiser ce SCER, et c'est celle-là, c'est-à-dire c'est de choisir comme prédiction pour chaque groupe, donc comme valeur de Y chapeau, et bien simplement la moyenne du groupe, mu chapeau I. Donc vous voyez, j'ai remplacé ici les Y chapeaux par des mu chapeaux. Donc maintenant, mon modèle est ajusté par cette technique des moindres carrés que je viens d'utiliser. Si je remplace les Y chapeaux par les mu chapeaux, j'obtiens la plus petite des valeurs possibles pour SCER, qui est en l'occurrence de 30,35. Alors on va maintenant chercher à utiliser notre modèle ajusté pour tester la significativité des différences de moyenne entre les groupes. Mais avant ça, il faut s'intéresser aux conditions de validité. Alors ces conditions de validité, c'est assez simple, c'est exactement les mêmes que pour la régression linéaire. C'est-à-dire qu'elles portent sur les résidus, que vous voyez ici dans le graphique représentés en fonction des valeurs prédites. Alors maintenant, je note E chapeau parce que je suis dans le modèle ajusté, hein, donc c'est les résidus du modèle ajusté, celui où les Y chapeaux sont identiques aux moyennes. Alors vous voyez aussi que j'ai 3 espèces de lignes verticales de résidus. Pourquoi? Parce que j'ai uniquement 3 valeurs de mu chapeau. Donc voilà les 3 valeurs de mu chapeau et tous les résidus qui correspondent à chacune de ces valeurs. Donc chaque point ici, c'est l'écart entre le vrai métabolisme et la moyenne du groupe pour une espèce donnée. Donc ces résidus là représentés dans ce graphique, ils doivent avoir 3 propriétés. Ils doivent être indépendants. Alors ça, on ne va pas le vérifier par un test, mais on vérifie que, en gros, graphiquement, ce nuage de points forme une espèce de bande horizontale, comme ça, centrée sur 0. C'est ça la propriété qu'on attend, hein, c'est que ça forme ce genre de bande horizontale. Si vous voyez autre chose, c'est mauvais signe. Donc ça, c'est l'indépendance. La seconde propriété qu'on attend de nos résidus, c'est qu'ils soient normalement distribués. Donc ça, pour le coup, on le teste avec un test de Shapiro-Wilk, dont l'hypothèse nulle est la normalité. Et vous voyez ici que le alpha de ce test de Shapiro-Wilk est de 29%. Donc on ne rejette pas l'hypothèse nulle et on va faire l'approximation que nos résidus sont normalement distribués. Troisième condition, les résidus doivent être de variance constante, donc ça c'est l'hypothèse d'homocédasticité, c'est-à-dire que la dispersion des résidus pour ce premier groupe doit être la même que pour le troisième ou pour le second. Alors évidemment, là il y a ce point-là qui est embêtant, donc il faut vraiment faire un test parce que c'est difficile de dire graphiquement. Donc on fait le test de Brush-Pagan, dont l'hypothèse nulle est l'homocédasticité, et on obtient un risque de première espèce de 67%, donc très élevé, ce qui veut dire qu'on ne rejette pas l'hypothèse nulle, et là aussi on peut faire l'approximation de l'homocédasticité en dépit de ce point bizarre tout en haut ici. Voilà, donc nos résidus semblent correctement conformés, tout va bien, on peut poursuivre et utiliser notre modèle pour tester la significativité des effets. Pour ce faire, on va utiliser exactement la même technique que dans la régression linéaire, c'est-à-dire qu'on va calculer des dispersions, et on va plus précisément décomposer la dispersion totale de notre Y, de nos valeurs de métabolisme basal, en 2 morceaux, donc dispersion résiduelle et dispersion expliquée. Alors la dispersion résiduelle, on en a déjà parlé, puisque c'est ça qu'on a utilisé comme critère pour ajuster notre modèle aux données. Donc SCER, c'est la somme des carrés des écarts entre les observations et les prédictions qui, dans notre modèle, sont identiques aux moyennes par groupe mu chapeau I. Donc voilà la dispersion résiduelle. Ça, c'est déjà vu. La dispersion totale, c'est déjà vu aussi parce qu'en fait, c'est le calcul qu'on fait quand on veut estimer la variance de Y, sans faire de distinction entre groupes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce calcul? C'est le carré des écarts entre les observations et cette fois-ci la moyenne générale mu chapeau, donc moyenne qui est calculée sans faire de distinction
entre groupes, que vous avez de représenter ici dans le graphique, la droite horizontale en entièreté. Et une fois qu'on a calculé ces carrés d'écart, eh bien, on les additionne. Donc somme des carrés d'écart à la moyenne, SCET pour total. Voilà, puis la dernière dispersion, donc c'est la dispersion expliquée. Alors le principe de calcul est strictement le même que celui de la dispersion totale, mais simplement on remplace les observations, qui sont ici dans le calcul de la dispersion totale, donc les Y et J, par les prédictions mi-chapeau. Donc en fait on fait comme si le modèle était parfait, comme si tous les points étaient alignés sur les petits segments ici qui représentent les mi-chapeaux. Comme si le modèle expliquait parfaitement les données. Donc somme des carrés d'écart entre la moyenne par groupe et la moyenne générale, et donc j'additionne pour l'ensemble des groupes et l'ensemble des individus. Donc voilà SCE. Et de la même manière que dans la régression linéaire, ce qu'on peut démontrer, c'est que ces dispersions sont additives, c'est-à-dire que la somme des carrés d'écart totale est égale à la somme de SCE, donc somme des carrés d'écart expliqués, et SCER, somme des carrés d'écart résiduels. Alors ça, c'est pratique parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de calculer les trois. À partir du moment où on a deux de ces dispersions, la troisième, on peut la déduire. Donc selon la situation, on choisira plutôt un calcul qu'un autre pour simplement, de façon pragmatique, être assez rapide dans les calculs. Donc on va maintenant passer au calcul de ces dispersions. Alors on commence par représenter les données, les résumer dans le tableau que vous voyez ici. Donc ça c'est typiquement le genre de tableau que vous aurez dans un exercice. Donc en ligne, les trois groupes, chryssétidés, muridés, suridés, et en colonne, les effectifs par échantillon, la somme des observations et la somme des observations élevées au carré. Alors la première chose que je vais faire, c'est de calculer les totaux par colonne. C'est-à-dire que je vais additionner les valeurs qui sont dans chacune des colonnes, donc les valeurs d'effectifs, ça me donne 68, les valeurs des sommes des observations, ça me donne moins 53,86, et puis pareil, j'additionne les valeurs des observations, des sommes d'observations élevées au carré, et ça me donne 83,96. Donc ça me fait une nouvelle ligne dans mon tableau, la ligne totale. Bien, et maintenant ce que je vais faire, c'est calculer les sommes des carrés résiduels. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait trois dispersions et que ces dispersions étaient additives, donc on pouvait calculer un peu dans l'ordre qu'on voulait, qu'on n'était pas obligé de calculer les trois, mais qu'on pouvait en calculer deux pour déduire la troisième. Donc moi le choix que j'ai fait ici, c'est de calculer la somme des carrés d'écart résiduels, parce qu'avec le tableau présenté comme ça, c'est assez rapide. Alors voilà comment je vais m'y prendre. Pour chaque ligne, ce que je vais calculer, c'est une somme de carrés d'écart à la moyenne. C'est-à-dire je vais faire un calcul qui ressemble au calcul de la variance, le numérateur de la variance. Donc par exemple, pour la première ligne, je vais calculer somme des carrés d'écart à la moyenne, comme si je calculais la variance, c'est-à-dire que je vais écrire que SCE 1 pour le premier groupe, c'est-à-dire pour les chryssétidés, c'est quoi? C'est la somme des observations élevées au carré, donc 43,526, moins 1 sur n, donc moins 1 sur 28, fois la somme des observations, qui est ici, moins 29,882, élevé au carré. Et si je fais ce calcul, j'obtiens 11,635, que vous voyez ici. Donc ça, c'est les carrés d'écart à la moyenne pour le premier groupe. Et je fais pareil pour les deux autres groupes et pour le total. Et voilà ce que ça donne. Alors, une fois que j'ai fait ça, et donc vous voyez que le calcul n'est pas très complexe, une fois que j'ai fait ça, cette somme de carrés d'écart total, là, c'est déjà une de mes dispersions. Donc je sais que SCET égale 41,292. Et les autres, ce sont des sommes des carrés d'écart des observations à la moyenne par groupe. Donc ça, c'est le principe même du calcul de la somme des carrés d'écart résiduels. Simplement, là, c'est séparé groupe par groupe. Mais il suffit que je prenne ces trois choses-là, ces trois quantités, et que je les additionne, et j'obtiens ma somme de carrés d'écart résiduels. Donc, en l'occurrence, ça fait 30,351, c'est la valeur qu'on avait trouvée tout à l'heure. Voilà, donc maintenant que j'ai deux dispersions, comme mes dispersions sont additives, je peux déduire la troisième, SCE, puisque SCE égale SCET moins SCER à cause de l'additivité. Voilà, donc je pose mon calcul, 41,292 moins 30,351, et j'obtiens 10,941 SCE. Donc on passe maintenant à la dernière étape de l'analyse, où on va ranger ces dispersions qu'on vient de calculer dans une table d'analyse de variance pour tester la significativité des différences entre familles. Alors comment on fait ça? C'est le même principe que dans la régression linéaire.
On indique ici expliquer résiduel total et on met en face les sommes de carrés d'écart qui correspondent. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est qu'on va calculer des degrés de liberté qui vont nous servir ensuite à estimer nos variances. Alors, les degrés de liberté, il y en a un qui sera toujours calculé pareil, c'est le degré de liberté total, qui vaut toujours n-1. Donc 67 ici, parce que n valait 68 dans le tableau précédent. Alors les deux autres, là, on va commencer par l'expliquer. L'expliquer dans la régression linéaire, c'était tout le temps. Ici, c'est un petit peu différent. Le degré de liberté expliqué, c'est le nombre de groupes. Donc ici, nous, on en a 3, moins 1. Donc 3 moins 1, ça fait bien 2. Et puis, la dernière chose, c'est le calcul des degrés de liberté résiduels. Là, c'est facile, on va utiliser l'additivité, c'est-à-dire que la somme des DDL expliqués et résiduels doit faire 67. Donc 67 moins 2, ça fait bien 65. Donc voilà le principe des degrés de liberté. Maintenant qu'on a calculé ces degrés de liberté, on va calculer les carrés moyens, qui sont simplement les rapports des sommes de carrés d'écart divisés par les degrés de liberté. Et voilà ce que ça donne. Alors ces carrés moyens là sont en fait des sigma chapeaux, des estimations de variance. Donc ici j'ai bien la variance expliquée, 5,47, et ici la variance résiduelle. Alors le principe de l'analyse, c'est que si les groupes ne sont pas significativement différents, dans ce cas-là, il n'y a pas plus de variation entre groupes qu'il n'y a de variation au sein des groupes, et on s'attend à avoir une variance expliquée qui est du même ordre que la variance résiduelle. Donc H0, c'est ça, les deux variances sont identiques. Et puis si jamais il y a des différences entre groupes, dans ce cas-là, la variance entre groupes est plus forte que la variance au sein des groupes, et donc la variance expliquée doit être plus forte que la variance résiduelle. Donc voilà le principe de l'analyse, et ça nous amène du coup à calculer un f qui nous permet de comparer ces deux variances entre elles. Donc ce f, c'est simplement le rapport entre 5,4708 et la variance résiduelle, c'est-à-dire 0,4669. Voilà, et ça fait 11,716. Donc maintenant, on va dérouler le test de Fisher qui va nous permettre de tester la significativité de la différence entre ces deux variances. Donc H0, c'est que la variance expliquée, c'est-à-dire l'espérance du carré moyen expliqué, est identique à la variance résiduelle, espérance du carré moyen résiduel. Et ça ne peut être vrai que si les moyennes des trois groupes sont identiques. Alors vous voyez là, la subtilité de la chose, c'est que on veut comparer des moyennes. Notre H0, c'est l'égalité stricte des trois moyennes. Et pour ce faire, on va comparer des variances. Donc c'est un moyen un petit peu bizarre qu'on prend. Là, c'est un chemin un peu détourné. Mais c'est très pratique parce que si on avait 12 groupes, il faudrait écrire 12 moyennes. Ici, c'est un petit peu long, c'est compliqué. Alors que, en fait, ici, l'hypothèse nulle se résume à une simple égalité entre deux variances. Donc on a un outil qui est très, très pratique. L'hypothèse alternative, c'est que, je l'ai déjà dit, le carré moyen expliqué en espérance est plus grand que le carré moyen résiduel. Alors ça ne veut pas dire que toutes les moyennes sont différentes, ça veut juste dire qu'il y en a au moins deux qui sont différentes. Donc soit mu1 est différent de mu2, soit mu1 est différent de mu3, soit mu2 est différent de mu3. Peut-être que les trois moyennes sont vraiment différentes, toutes, 2 à 2. Mais en fait, il suffit d'avoir une différence et on ne sera pas à H0. La statistique, c'est notre f observé, qu'on vient de calculer, 11,716, et sa distribution, c'est une loi de Fisher, dont les degrés de liberté figurent dans la table, c'est 2 et 65 que vous avez dans la table ici. Alors 65, c'est pas dans la table de Fisher qui est dans le formulaire, donc on va arrondir à 60. Et si je fais ça, je peux calculer le risque de première espèce, qui est donc la probabilité que f soit supérieur ou égal à f observé sous H0. Vous noterez qu'ici, je fais un test unilatéral, ça vient de là, ça vient de mon hypothèse alternative. J'encadre mon f observé dans la table et j'arrive à la conclusion que alpha est plus petit que 10-3. Donc alpha est très petit. Je peux rejeter H0 et je conclus que le carré moyen expliqué est significativement plus grand que le carré moyen résiduel. Donc ça, c'est une façon de conclure, mais c'est en règle générale pas comme ça qu'on va faire. On va plutôt dire que ça, c'est synonyme du fait qu'il y a effectivement des variations d'une famille à l'autre. Donc il y a des variations significatives de métabolisme entre familles de rongeurs. Voilà, on en a terminé avec cette vidéo sur la Nova. Merci de l'avoir visionné et à très bientôt.